Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui nous parle des conséquences de la maladie et des comportements face à la maladie. Voyons tout d'abord les conséquences de la maladie. Cette partie se décline en deux temps. Nous verrons d'abord la prise en charge de la douleur et ensuite les conséquences de la maladie. La douleur est définie par l'Association internationale pour l'étude de la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou décrite en termes d'un tel dommage. Il faut distinguer douleur aiguë, symptôme d'une lésion, et douleur chronique, une maladie à part entière. La prise en charge de la douleur est un droit du malade inscrit dans le Code de la santé publique. Elle consiste à recevoir des soins visant à soulager la douleur, comme les médicaments antalgiques, les thérapies non médicamenteuses. Pour cela, une évaluation de l'identification de la douleur et de son intensité est faite à l'aide d'outils. Tout d'abord, il existe l'échelle analogique, EVA, qui permet au patient d'auto-évaluer sa douleur sur une réglette, entre 0 et 10. Il existe également l'échelle verbale simple, l'EVS, qui permet d'évaluer la douleur ressentie du patient par palier. L'échelle des visages est également utilisée en pédiatrie. Puis, les grilles d'observation du comportement lorsque le patient ne peut s'exprimer sont également un outil intéressant. Voyons maintenant les conséquences de la maladie. Les conséquences de la maladie varient en fonction de l'histoire personnelle de chacun, de sa famille, mais aussi du type de maladie. Cela peut entraîner des conséquences physiques et mentales, comme par exemple la modification des limites physiques, une incapacité à faire des activités, la douleur, la dépression, mais également des conséquences sociales qui, par exemple, modifient le réseau relationnel ou qui peut amener l'environnement proche à modifier son comportement. Notre point de conséquence est aussi des conséquences professionnelles qui amènent parfois à l'arrêt de la vie professionnelle ou à une baisse de ressources. Nous voici arrivés à la deuxième partie qui parle des comportements face à la maladie. Cette partie se décline en trois temps. Nous verrons d'abord la réaction du malade, puis la réaction de son entourage et enfin, nous parlerons de l'enfant hospitalisé. Lorsque l'on parle de la réaction du malade, on peut noter que les réactions varient d'un individu à l'autre selon sa personnalité, son vécu et la nature de sa maladie. Il peut par exemple être dans le déni, dans l'acceptation ou dans le repli sur soi. Sa réaction face aux équipes soignantes et ou face à l'hospitalisation peut être le refus de soins, l'agressivité, la soumission ou la dépression. Chez la personne âgée, on peut même assister à un syndrome de glissement. La santé se dégrade rapidement. Alors, que se passe-t-il au niveau de la réaction de l'entourage de la personne malade ? L'entourage peut présenter différents comportements, comme par exemple accepter la maladie du malade et le soutenir. Mais il peut également refuser cette maladie par peur, la fuir et donc fuir la personne malade. Face aux équipes soignantes, lors d'une hospitalisation, l'entourage peut se montrer agressif ou angoissé. Dernier point de cette partie, que se passe-t-il lorsque l'enfant est hospitalisé ? Lorsque l'enfant est hospitalisé, on assiste à une rupture de la vie et des liens familiaux et amicaux. Le service pédiatrique doit offrir un environnement correspondant aux besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que du personnel et de la sécurité. Et tout cela en respectant le droit des enfants à l'information et à leur intégrité. Et parce que l'enfant a une perte de repère, l'hôpital autorise les parents à rester nuit et jour auprès de lui. Nous voici arrivés à la fin de la capsule. À bientôt!